focus sur la contribution du projet Diapol de la GIZ. Donc, nous remercions tous et saluons un peu la présence des responsables qui sont parmi nous, notamment le doyen Cheikh Ndiaye Sylla. Nous avons Elan Ndiogou Diop de la Sénélec. Nous avons les partenaires du Promoville, du projet SEN-RM, de Michel le maire de la ville de Pikine, avec qui les eaux et forêts travaillent beaucoup. Et là, nous allons vous présenter ce que nous sommes en train de faire en matière de mise en œuvre de la CDN foresterie. Parce que la CDN du Sénégal est subdivisée en différents secteurs. Le secteur agriculture, le secteur industrie, le secteur foresterie. Et ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est lié au secteur de la foresterie qui est pris en compte dans le cadre de l'atténuation, mais intervient également dans l'adaptation. Et donc, nous allons d'abord vous faire une présentation qui sera assurée par le commandant Mamoudou Kora. Et après, on va ouvrir les discussions. Il y aura une contribution des différents partenaires, notamment la Sénélec et les autres acteurs qui interviennent au niveau du Sénégal pour permettre une meilleure atténuation des effets des changements climatiques, mais également une adaptation des communautés. Donc là, sans plus tarder, nous laissons la parole au commandant Kora. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le colonel-major Babacar Dione, le directeur des eaux et forêts chasse et de la conservation des sols. Donc, commandant Kora, vous avez la parole. Et il y a d'autres qui vont intervenir par visio. Nous avons nos partenaires de la GIZ qui étaient connectés. Et au besoin, ils pourront intervenir pour dire ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce partenariat avec la GIZ. Merci. Bonjour à tous, bonjour monsieur le directeur pour l'introduction et on vous souhaite la bienvenue à ce side event qui va porter un peu sur les forêts et plus particulièrement sur la CDN du secteur de la foresterie, faire un peu le point sur l'état de mise en œuvre. Donc comme vous pouvez vous-même le remarquer sur la page de garde, donc la CDN, il y a deux principales composantes. Une composante conditionnelle où on a besoin d'accompagnement des partenaires, des bailleurs, mais également une composante inconditionnelle où l'État s'engage à réaliser un certain nombre d'activités. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette slide, donc, on voit ici des citernes, donc, ce qui vient exclusivement de la contribution de l'État. Donc, nous pensons que ce sont des considérations qui sont le plus souvent notées et qui sont mal renseignées dans nos interventions quotidiennes. C'est bon? Donc, comme l'a précisé le directeur dans le volet protocolaire, donc, il était prévu l'intervention de nos collègues de la GIZ, mais du fait du décalage horaire, donc on a eu quelques difficultés. Mais au courant de la présentation, dès lors que l'opportunité se présente, un collègue entrera pour faire un peu le point de notre collaboration avec eux. Donc là, je pense que ce sont des rappels sur les données du GIEC, notamment les données qui sont extraites du dernier rapport du GIEC qui fait état un peu de la progression des émissions de gaz à effet de serre dans un certain nombre de secteurs. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le secteur de l'Afolou dans lequel se trouve la foresterie constitue la troisième catégorie d'acteurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, soit 13 gigatonnes de CO2 équivalent, soit 22% des émissions mondiales entre 2010 et 2019, la dernière décennie. Donc les émissions dans le secteur de Afolou, malheureusement, ne cessent de décroître quand on le prend de manière globale dans le monde, au détriment des autres secteurs dont les émissions augmentent, notamment les secteurs de l'énergie et des systèmes et procédés industriels.
Malheureusement, le constat est que, bien vrai que dans ce secteur, les émissions décroissent globalement, mais le constat en est qu'en Afrique, le secteur est en nette progression. Donc, c'est un des secteurs très importants en matière d'émissions de gaz à effet de serre en Afrique. Donc, si on prend le cas de nos pays, donc il y a la perte des forêts au profit de l'agriculture, au profit des infrastructures, mais également au profit de l'expansion urbaine. Donc, ce qui constitue que le secteur de la forêt constitue un principal secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans nos pays d'une manière générale. Et là, alors, conscient de cela, donc nous pensons que le secteur, bien vrai que c'est un secteur émetteur de gaz à effet de serre, mais le secteur de la forêt, principalement le secteur de la foresterie, en est également un secteur qui dispose des potentialités pour pouvoir atténuer le changement de CO2. Donc, ce qui véritablement est très important dans le bilan mondial en matière d'absorption des gaz à effet de serre. Mais malheureusement, au même moment que les forêts absorbent d'importants gaz à effet de serre, ce sont les facteurs de dégradation qui viennent annihiler tout cet effort. Donc, ils reçoivent 15,6 et au même moment, ils perdent quasiment la moitié par plus résilient. Comment faire de telle sorte que les carbones demeurent le plus longtemps possible dans les écosystèmes forestiers. Et fort de ce constat des potentialités que présente le secteur de la foresterie, donc au moment de l'élaboration constitue un pilier important de la CDN du Sénégal. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avions pu faire des simulations de la CDN du secteur de la foresterie et voir en quoi ça représente globalement dans la CDN du Sénégal. Donc, le premier résultat que vous pouvez voir, c'est une CDN qui a un potentiel d'atténuation d'environ 150 millions de CO2 équivalent, qui est extrêmement important. Au même moment, l'autre constat, comme vous pouvez le constater d'après les dernières statistiques, en 2000, déforestation, de perte des superficies forestières sera renversée et nous serons à environ 9 654 000 hectares de forêt à l'horizon 2030. Donc, d'où l'importance véritablement que revêt la CDN du secteur de la foresterie. En dehors de cela, aussi d'autres informations que nous pouvons constater ici, tout à fait à gauche en bas. Donc, on a forest management, la gestion durable des forêts, dès lors que les forêts sont bien gérées, bien exploitées, donc elles constituent véritablement un moyen efficace d'absorption du carbone. Donc, en quelque sorte, le volet aménagement des forêts constitue le principal maillon pour pouvoir renforcer davantage les carbones dans les forêts. Après cela, les initiatives de renforcement des stocks de carbone, notamment le reboisement, des mises en défense, etc.,
viennent en deuxième position en matière de potentiel pour pouvoir absorber du carbone dans les forêts. Alors là, donc ça, c'était juste véritablement des rappels, des généralités sur la CDN du secteur de la foresterie. Donc, puisque la CDN a été soumise depuis décembre 2020, donc nous, le reboisement, la lutte contre les feux de brousse. Donc, de 2001, donc, du début de mise en œuvre de la CDN, voici là où on est en matière de réalisation. Donc, quand vous voyez l'option conditionnelle, donc en termes d'aménagement des forêts à travers la mobilisation des moyens par les partenaires, etc. Donc du coup, on est à 27%, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir arriver à l'atteinte de cet objectif. Et en option conditionnelle, c'est là où on a beaucoup de satisfaction, parce que c'est une option qui, malheureusement, au moment de l'élaboration de la CDN, donc on n'avait pas mis l'accent là-dessus, parce qu'on pensait que pour pouvoir aménager des forêts, il faut trouver les ressources extérieures. Environ 150 000 hectares de forêt qui sont réalisés à travers les ressources propres de l'État, mais aussi les ressources des collectivités territoriales. Donc, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout négligeable, en tout cas à l'état actuel où on est. Donc, c'est très satisfaisant. Can you help me, please? Next. OK. Donc, dans la même rubrique concernant l'aménagement des forêts, comme je viens de l'évoquer, donc OK. L'aménagement des forêts, c'est l'aménagement proprement des forêts, c'est ce que je viens d'évoquer ici. Donc, il y a un sous-volet de l'aménagement des forêts qui a trait un peu à la mise voici la situation. Donc, dès lors qu'on parle de l'option conditionnelle, c'est pouvoir trouver des ressources ailleurs et de faire de ces réalisations. Donc là, on est carrément à environ 4% de l'option conditionnelle. Donc, on a beaucoup de travail également à ce niveau. Et encore une fois, donc ce que nous sous-estimons, c'est la contribution de l'État, la contribution des collectivités territoriales. Encore une fois, voici là où ça se présente. On était à 0% de prévision de mise en défense par les moyens de l'État. Et là, on se retrouve quasiment à environ, en tout cas après 3 ans, à 15 000 hectares, de mise en défense réalisée contre 0 hectare prévu. Va continuer de telle sorte que la contribution de l'État elle-même soit à un moment donné supérieure à la contribution des partenaires. Parce que le constat que nous avons fait, beaucoup de choses se font, mais malheureusement, du fait du reporting, elles ne sont pas soulignées. Et dès lors qu'on avait fait ce constat, on ne laisse rien à l'art, on essaie de tout montrer pour pouvoir montrer à la communauté internationale la contribution de notre pays en matière de lutte contre les changements climatiques, de telle sorte qu'ils parviennent à réaliser ses ambitions, à respecter ses engagements.
Au-delà de ces deux secteurs, toutes initiatives qui vont contribuer à pouvoir restaurer les terres, de telle sorte qu'on parvient à retrouver de la prairie ou bien de la forêt, ou bien de telle sorte que les terres soient encore restaurées pour que l'agriculture puisse être appliquée. Alors, nous avons essayé nous avons essayé de les diviser en deux volets. Donc, d'abord, les graphiques en vert. Donc, ça a trait un peu à la, à la, à la restauration, reboisement en terre ferme des terres dégradées. Donc là, encore une fois, il y a l'option conditionnelle et l'option non conditionnelle. Donc on a 1%, en tout cas, c'est 500 000 hectares qui est prévu comme objectif. On a 1% de satisfaction à ce niveau et à 20%, environ 21% en option inconditionnelle dans la restauration des terres dégradées en terre ferme. Donc, encore une fois, on voit carrément que la contribution de l'État va très au-delà de l'apport des partenaires et des bailleurs. Et de l'autre côté, nous avons, c'est la restauration de la mangrove. En tout cas, c'est le secteur qui attire beaucoup plus de partenaires. Donc, la mangrove, qu'est-ce qui est prévu? C'est de pouvoir arriver chaque année à restaurer par l'option conditionnelle de restaurer 4000 hectares de mangroves par an. Donc, si on prend la CDN qui est prévue sur 10 ans, si on fait une estimation sur 10 ans, donc il serait attendu à ce que l'option conditionnelle réalise une restauration de 40 000 hectares de mangroves. Donc, après 3 ans, nous sommes à environ 10 000 hectares de mangroves restaurés. Presque le quart, donc 25% de la contribution conditionnelle de la restauration des mangroves. Et pour l'option conditionnelle là, donc les prévisions, c'est que l'État accompagne les associations, les communautés ou bien les collectivités territoriales interviennent à réaliser au moins 1250 hectares par an. En option conditionnelle, on est à 2,66% de réalisation de la restauration de la mangrove. Donc, comme vous pouvez vous-même le constater, beaucoup d'efforts à noter de part et d'autre en termes de restauration des terres. Pour les avec la CDN, nous voulons arriver à 10 000 hectares après 5 ans de mise en passer de 100 000 à 10 000. Donc, du coup, là, l'objectif est planifié ainsi. Donc, pour y arriver, il faut non seulement des projets pour accompagner la lutte contre les feux de brousse, à travers l'équipement des comités, à travers le renforcement de capacités pour pouvoir arriver à ces résultats. Donc, si je prends en 2023, donc en tout cas dans nos statistiques, on est à 31 652 hectares, comme je l'ai dit dans mes propos. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à ne pas dépasser 10 000 hectares. Donc, ce qui veut dire que là, on a encore du travail et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. C'est à ce niveau qu'il faut noter la contribution de l'État. Donc, vous voyez toutes ces citernes qui sont là. Donc, c'est une dotation exceptionnelle que nous avions reçue au courant de l'année 2023 et qui est exclusivement la contribution de l'État du Sénégal. Donc, toutes ces contributions réunies, nous pensons qu'on pourrait arriver à un moment donné à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des aspects qui sont souvent oubliés parce que l'État nous donne des équipements, l'État recrute du personnel. Donc, tout ça, c'est pas négligeable. Ça va globalement vers le but d'annihiler toutes les causes qui vont contribuer à la dégradation et à la déforestation des forêts. Donc, au vu de toutes
au vu de toutes ces ambitions, donc nous pensons qu'il faut aller vers une stratégie véritablement efficace pour pouvoir non seulement mobiliser les ressources, mais pour pouvoir faire aussi de la communication et du plaidoyer auprès des partenaires pour mobiliser des ressources. On sait que c'est en communiquant, c'est en trouvant une bonne stratégie qu'on sera en mesure de faire passer notre message et soulever des ressources. C'est là où se trouve toute l'importance de l'appui qu'accorde la GIZ à la direction au ministère de l'Environnement d'une manière générale et à la direction des eaux et forêts en particulier. Et depuis 2021-2022, la GIZ nous a 2010 à 2022 pour voir qu'est-ce qui a été réalisé en matière d'initiative et qui a eu de l'impact et malheureusement qui n'ont pas été soulevés. Donc cette étude également a été réalisée l'année dernière et ça a été approuvé en octobre 2022. Au même moment, la GIZ a accompagné, comme les feux de brousse, c'est le principal facteur de dégradation des forêts. On a pris une zone test qui était la région de Sédhiou en Casamance pour essayer d'élaborer la stratégie régionale de gestion des feux de brousse. Donc ce document également a fait l'objet de validation en novembre 2022 sous la présidence du gouverneur de Sédhiou. Et à l'issue de ça, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas s'arrêter en matière d'élaboration de documents de planification et de gouvernance. C'est là on est en train de, au mois d'août dernier, de la stratégie nationale, nous aurons une vue d'ensemble et nous saurons effectivement vers où aller pour pouvoir répondre efficacement sur la question des feux de brousse. Donc, comme je l'ai évoqué ici dans le premier document, la stratégie de mise en œuvre et de financement de la CDN. Donc, dans la deuxième partie de ce document de stratégie de mise en œuvre, pour la stratégie de mise en œuvre de la CDN du secteur. Et quelques-unes de ces recommandations est de pouvoir élaborer un programme d'appui parce que c'est le secteur, il y a beaucoup d'aspects, il faut élaborer un programme d'appui pour pouvoir mettre tout ça en œuvre et pouvoir coordonner toutes les initiatives qui se font à l'échelle nationale parce que la CDN du secteur de la forêt, donc ce n'est pas l'administration à elle seule qui la gère, c'est de pouvoir fédérer tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'environnement, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les associations, les ONG, c'est de pouvoir capitaliser et le rôle de ce programme d'appui, c'est de pouvoir travailler dans ce sens-là. Donc le programme est structuré autour de 5 aspects. C'est les aspects liés à l'aménagement et la gestion durable des ressources, le reboisement et la conservation des sols. Le troisième aspect, la gestion et la lutte contre les feux de brousse. Donc, les biens et services écosystémiques vont beaucoup contribuer à l'adaptation des communautés au changement climatique. Et le cinquième aspect, qui était le parent pauvre dans nos administrations, c'est le suivi-évaluation. Donc, il y a un axe entier qui sera dédié à ce volet pour pouvoir faire le suivi-évaluation de toutes les initiatives à impact sur la CDN. Alors, pour pouvoir arriver
les quelques éléments que nous souhaitons vous faire part sur ce sujet en termes de niveau de mise en œuvre de la CDN du secteur de la foresterie, mais également des moyens qui sont nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre. Et c'est là où on a besoin carrément de l'appui de tout un chacun, mais également des partenaires pour pouvoir arriver à la réalisation de cet ambitieux programme. Merci de votre aimable attention. Nous avons entendu le commandant Mamadou Kora, chargé du changement climatique et de l'évaluation des ressources au niveau de la direction des eaux et forêts, également point focal pour la mise en œuvre de la CDN foresterie. Et donc, vous avez vu ce qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal pour apporter notre contribution dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN de manière globale, mais notamment dans le secteur de la foresterie. Et ce qui est présenté, ça c'est le travail de tous les acteurs au niveau du Sénégal, aussi bien les services de l'État, les projets, les programmes, mais également les structures chargées de gérer les plaidoyers et un peu le soutien aux services techniques, notamment l'Assemblée nationale, qui fait un bon plaidoyer pour l'amélioration des ressources qui sont allouées au secteur de l'environnement, pour lui permettre d'être en mesure de porter le combat contre cette désertification, cette déforestation. Nous saluons la présence de l'honorable député Seigne Bara Dolly Mbacké, et il y a également le représentant de la Sénélec et les collectivités territoriales, notamment le maire. Donc là, on a vu ce qui est en train d'être fait. On n'a pas encore atteint les objectifs, mais il y a l'aspect conditionnel et l'aspect inconditionnel. Mais des pas sont faits au bout de 3 ans, de mise en œuvre. Ce n'est pas négligeable parce que on a vu, selon les informations, que les forêts commencent à se reconstituer parce qu'il y a différentes actions de reforestation qui sont menées. Il y a les aménagements, mais on a vu également que beaucoup de Sénégalais commencent à planter, à avoir des vergers, mais également les élus également au niveau des collectivités territoriales commencent à mieux s'intéresser sur le reverdissement de leur collectivité territoriale. Et tout ça là est comptabilisé dans cette CDN. Il y a également le fait de restaurer les terres dégradées pour améliorer les productions au niveau de l'agriculture, mais également au niveau de l'élevage. Donc, si on maintient ce rythme, on pense qu'au bout des 10 ans, on pourra au moins améliorer davantage, comme c'est dit dans les scénarios, que les superficies forestières vont augmenter à hauteur de plus de 9 millions d'hectares. Ça, ce n'est pas négligeable. Donc, nous appelons tous les acteurs à s'y mettre pour pouvoir améliorer notre potentiel forestier, aussi bien dans les zones de production, mais également dans les zones de conservation, parce que dans ce potentiel, nous avons les aires protégées. Et ces aires protégées sont gérées par la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées. Et tout ça, c'est comptabilisé et ça fait des îlots de conservation de la biodiversité qui intéressent l'État du Sénégal, mais également les communautés. Donc là, sans plus tarder, on va ouvrir les débats pour les contributions, mais également pour recevoir les questions ou bien les commentaires. Mais pour commencer, charité bien ordonnée, on commence par l'honorable député, s'il a des choses à dire par rapport à la foresterie, à ce qui est en train d'être fait au niveau du Sénégal, ou bien honorable, nous vous donnons la parole. Merci, salam alaikum. Monsieur le directeur général, maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi fi teew si journée bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko jógle presque environnement ni nga ko waxee rek si tàmbali bi kere bi nga ñëwee Assemblée nationale en tant que membre de CREL de représentant du peuple, vice-président groupe parlementaire liberté et démocratie du changement ñu wax fi wax ju am solo loo xamante ni gis nañ ni liggéey bi nga xam moom ngeen di liggéey ak mooy yu néew yi nga xamante ni moom leen alloué li nga xamante ni mooy direction bi ku ne xam na ni 2022 ak 2023 am na progression bu am solo boo xamante def ngeen ko ndax boo xoolee ni lakk yi meloon jamono yooyu noonu ak 2023 am na différence loolu nag buñ ko dee def buñ ko bu amee grâce seen taxawaay ak yooyu mais li nga xam moom laa si wax rek mooy
secteur yi nga xamante ni tey dañ leen a war a gën a dooleel ngir suñu ressources yi nga xamante ni mooy suñu ressources yi ñu yore muy suuf si ak yooyu yëpp ak garab yi parce que yooyu yëpp si loolu la bokk pour ñoom leen a gën a aar man leen a gën a sàmm mais loolu nag mënoo koo def te amuloo koom-koom comme ni nga ko waxee rek gis nañ ko si biir kii bi incha allah dana nekk seen ambassadeur ci gouvernement bi ak assemblée pour taxawaay bi nga xam ne lu war a taxaw pour que koppar yi nga xam ne moom lañ war a allouer li nga xamante ni mooy secteur bi ñu mën koo def nu mu gën a gaawee rawatina si biir 2024 bi am na sax augmentation mais loolu doyul incha allah dañ ko plaider aussi tamit comme noonu si kanam président de la république wala ki nga xam ne aussi tamit mooy jël réew mi 2024 ñu xam ne secteur bi dañ see war a investir bu am solo yàlla dogal na comme man candidat la bu neexee yàlla bu ma ko jëlee li ngeen bëgg dana am bu neexee yàlla incha allah en tout cas sawér ba jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. Monsieur oui, El Hadj Ndiogou Diop de la Sénélec, c'est le chef du département. Il va se présenter aussi. Micro. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, d'accord. Merci, directeur. Merci beaucoup. Honorable Directeur, merci beaucoup. Merci, commandant Kora, pour cette présentation. Merci à tout le monde, vraiment, pour l'intérêt que vous portez à cette présentation des eaux et forêts. Moi, c'est El Hadj Ndiogou Diop, je suis le chef de département qualité, sécurité et environnement. Et je voudrais juste rappeler ici la collaboration, saluer la collaboration que nous avons en continu avec les eaux et forêts. Nos activités sont intimement liées avec les eaux et forêts. Tout ce qui a été présenté aujourd'hui par M. Kora, commandant Kora Fall, nous, dans le cadre de nos activités, qui sont aussi importantes pour la vie de la nation, en fait, pour l'éclairage des foyers, pour le développement des activités, il nous arrive d'impacter sur ces espaces-là qui sont présentés aujourd'hui. Et dans l'impact de ces espaces-là, il nous arrive un peu d'ouvrir des couloirs. Et dans l'ouverture des couloirs, il nous arrive d'impacter sur les espaces forestiers, en fait, qui amènent des pertes en biodiversité, que ce soit la faune et la flore. Et pour cela, quand même, Sénélec ne reste pas en ce sens-là, parce que nous avons nous avons mis en place une convention avec les eaux et forêts depuis 2017. Cette convention il y a eu un avenant par rapport à cette convention. C'est pour que tous les projets qui sont menés par Sénélec puissent quand même respecter les dispositions de la réglementation, surtout les dispositions de la réglementation forestière. Le Sénégal, comme vous le savez, au moment où la communauté internationale a choisi d'avoir l'accès universel à l'électricité en 2030, le Sénégal, à travers Sénélec, a choisi d'avoir l'accès universel en 2025. Pour cela, il y a beaucoup de projets et programmes qui sont développés partout au niveau du Sénégal. Et pour cela, il nous arrive d'ouvrir des couloirs. Et ouvrir ces couloirs-là, c'est impacter sur les espaces forestiers. C'est pourquoi nous avons l'intérêt de cette convention-là qui propose de compenser les pertes forestières et d'accompagner surtout tout ce travail-là qui est fait par les eaux et forêts pour essayer vraiment de faire un reboisement constructif pour atteindre aussi ce CDN-là. Donc vraiment, c'était pour moi un peu magnifier cette collaboration-là que nous avons avec les eaux et forêts qui continue et qui aussi se fait par rapport à tout ce que nous faisons comme projet. Nous avons ces projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur l'ensemble du territoire. C'est des dizaines de projets qui intéressent les populations, mais faire ces projets-là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est impacter sur des espaces forestiers, c'est impacter peut-être sur ce qui a été mis sur le CDN, mais quand même nous à travers la convention que nous avons, on fait tout quand même pour mettre en place un programme de reboisement en relation avec les eaux et forêts. Ce programme-là sera l'objet de notre présentation de demain et nous vous invitons vivement à participer à cela. Cela vous permettra de voir ce que nous faisons déjà avec les eaux et forêts, où nous en sommes et partout où nous le faisons au niveau du Sénégal. Et ça, c'est un travail important et nous saluons vraiment cette collaboration avec les eaux et forêts. Directeur, peut-être ce sont juste ces éléments-là que je voulais apporter à la présentation de ce jour et surtout magnifier vraiment cette étroite collaboration que nous avons. Merci. Merci beaucoup. Merci El Hadj, merci. C'est très gentil et c'est bien dit. Oui, on passe à... Directeur, vous avez demandé la parole. Hein? Merci beaucoup. En tout cas, félicitations aussi pour la présentation au commandant Kora et monsieur le directeur aussi pour cette initiative avec la Sénélec. Donc, je salue d'abord tout le monde, honorable député, tous les DG et directeurs et chers collègues qui sont là. Moi, je reviens sur des questions beaucoup plus techniques
parce que j'ai comme l'impression que le succès est lié à des surfaces. C'est l'unité de surface qui est retenue. Alors qu'en termes de CDN, il y a deux aspects. Il y a les aspects atténuation, c'est le plus important. Il y a un peu l'adaptation qu'on met en exergue. Est-ce que le projet a pris en compte, par rapport à ces surfaces-là, des calculs sur des quantités de gaz à effet de serre qui sont réduites, premièrement. Ensuite, je sais qu'au Sénégal, au niveau de la communication nationale, on a des éléments et des facteurs d'émission, mais est-ce que un des éléments de l'aspect inconditionnel, c'est déjà que les feux de brousse soient arrêtés? Donc, est-ce que vous avez comptabilisé l'apport du Sénégal en termes de réserve d'eau, de réservoirs de camions que vous avez pour contribuer à la lutte contre les feux de brousse? Parce que l'honorable député dit que les feux de brousse ont baissé. Si ça a baissé et que votre baseline était que ça augmente, peut-être c'est l'effort de contribution du gouvernement qui a fait que ça a baissé. Et ça, en retour, on doit corriger l'aspect inconditionnel du projet. Le troisième point, c'est les feux de brousse en eux-mêmes. Le dégât, vous avez, il y a des chiffres de moitié qui ont été brûlés alors qu'on avait déjà fait un grand pas. Quand on fait le calcul, il se peut que ce soit beaucoup plus la moitié en termes d'émissions de gaz à effet de serre que si on considère les superficies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, si on dit on a 30 hectares, ça fait 1000 gigagrammes. Donc, si on brûle 15, ça fait 500. Mais exactement, ce n'est pas 500. Est-ce que vous avez fait des calculs? Parce que pour mettre les éléments qui comptent, qui viennent dans le calcul, d'abord, il y a les émissions, il y a la perte de la biomasse, il y a aussi le carbone séquestré, les possibilités de séquestration, tout cela va partir avec. Donc, ça fait qu'un feu de brousse va impacter beaucoup plus que le reboisement lui-même. Cela veut dire que si on maintient un grand taux de diminution des feux de brousse, on a quelque part réussi le projet. Bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre. C'est un peu compliqué, quoi. Je vous remercie. Merci, directeur. Ok, donc, je pense que... Oui, docteur Nia, Ousseynou. Bonjour à tout le monde, moi c'est Dr Nia. Je devrais même me présenter comme commandant aussi, parce que je suis agent des parcs nationaux. Je salue le colonel-major Bokar Thiam, directeur des parcs nationaux. Je vous félicite vraiment pour la présentation. Moi, je me présente, je suis actuellement responsable sauvegarde du projet SENREM. Le projet SENREM est le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal, donc partagé entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'économie des pêches, le ministère de l'économie maritime, des pêches et de l'économie maritime. Donc, mon intervention sera surtout axée sur d'abord magnifier les efforts consentis pour la lutte contre les feux de brousse, mais aussi rappeler que dans le cadre de cette CDN, il y a un axe important qu'on pourrait encore développer. C'est surtout la conservation communautaire. Monsieur le directeur des eaux et forêts l'a rappelé tout à l'heure et je salue son point de vue qui montre qu'il a une vision large de ce que c'est que les ressources naturelles. Moi, je pense qu'il est temps que la conservation pénètre le terroir villageois. Ça se fait depuis très longtemps. Le directeur des parcs peut être témoin. Moi-même, j'ai été conservateur d'une réserve naturelle communautaire qui, aujourd'hui, produit beaucoup de services écosystémiques au profit des communautés locales et contribue également à la lutte contre les changements climatiques. Je pense que sur cet aspect, sur ce volet-là également, on devrait développer de véritables projets, n'est-ce pas? Et le projet SENREM peut-être comporte un volet
important pour appuyer un peu la conservation communautaire de certaines aires protégées. Voilà un peu le point de vue que je voulais ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire et sur lequel vous avez parfaitement raison avec un point de vue intéressant. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, docteur. C'est bien dit, oui. Directeur, Kassé. Oui, micro. Micro. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonjour, honorables députés, mesdames, messieurs les maires, chers collègues. Moi, je voulais juste appuyer cher Silla quand il parle de séquestration en empêchant les feux de brousse. Il y a aussi un autre aspect directeur, c'est la conservation de la biodiversité dans ce sens. Donc, qu'il n'a pas soulevé et que je voulais souligner. Je pense que nous avons travaillé ensemble sur ces questions, mais juste à l'attention des élus locaux, leur dire que nous avons établi depuis Montréal l'année dernière, décembre, un fonds sur la biodiversité qui est disponible. Et heureusement pour le Sénégal, il y a des gens qui ont travaillé en amont. Si nous avons des projets, les premiers venus seront les premiers servis. Je pense que dans ce travail collégial, on devrait encore embaucher la même trompette pour que les gens aient des projets concertés et globalement pour aller vers ce fonds-là. Donc on peut aller vers des levées de fonds et je voulais profiter de l'occasion aussi pour donner l'information aux communautés. Avec les services écosystémiques, ça a été question, mais aussi les solutions qui sont basées sur la nature. Je pense qu'il faudra faire la combinaison parce que les deux terminologies ou les deux termes sont maintenant adoptés au niveau de la Convention. C'est ce que je voulais dire pour ne pas encore... D'accord. Merci. Merci, directeur. C'est le directeur exécutif de l'agence biosécurité. Il ne s'est pas présenté, mais il se cache quoi. Hein? Oui. Bonjour toute l'assistance. Bonjour monsieur le directeur. Moi c'est Maître Moussa Kouyaté, président du conseil départemental de Gossas. Je ne vais pas parler technique, je vais faire du concret. Pour magnifier d'abord la qualité des exposés, des prestations, par le directeur d'abord et par le commandant Cora. Vous dire tout simplement, magnifier également la belle collaboration qui existe entre les eaux et forêts et les collectivités territoriales. Car les collectivités territoriales aujourd'hui sont conscientes de l'impact négatif des effets du changement climatique dans leur terroir. C'est la raison pour laquelle le conseil départemental de Gossas, dans sa collaboration avec les eaux et forêts, a rénové le service des eaux et forêts de Gossas. Et même il a creusé un puits moderne qui fonctionne avec du solaire pour permettre au service de planter des pépinières pour avoir un Gossas, pour avoir un département vert. Nous l'avons fait avec nos propres moyens, avec le budget du conseil départemental que vous connaissez très limité, mais malgré tout, nous avons montré notre adhésion, notre volonté d'accompagner le service des eaux et forêts. Mais, il y a un mais, nous avons un problème délicat, et je crois que nous l'avons soulevé la fois passée, par rapport à l'unique et la seule forêt classée de Malka, qui s'étend sur 75 hectares, mais dont seuls 10 hectares sont clôturés. Donc la forêt actuellement est en état de dégradation avancée. Même avec un plan d'aménagement de la forêt classée de Malka, nous l'avons fait avec les eaux et forêts de Gossas. Mais jusqu'à présent, les moyens manquent pour pouvoir mettre en valeur cette forêt classée. Et véritablement, nous attendons beaucoup de vous. Si vous pouvez nous apporter votre concours, votre soutien, votre appui, pour que cette forêt classée puisse retrouver son lustre d'antan. Parce que clôturer plus de 10 hectares, mais la forêt s'étend sur plus de 75 hectares, donc clôturer cette forêt et que la forêt ne soit pas en retour
utile, j'allais dire, à la population, cela aussi pose problème. Il faut que la forêt joue pleinement son rôle pour que la population même puisse adhérer à la protection et la sauvegarde de cette forêt classée. Donc ce sont les questions-là que je voudrais véritablement partager avec vous et vous féliciter davantage pour la qualité des prestations que j'ai eu l'honneur d'assister. Féliciter également l'honorable député pour sa participation à cet atelier. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, Président. C'est bien entendu. On va y travailler, Inch'Allah. Oui, DG. Oui, Monsieur le maire. Okay. Ah, Monsieur le maire, oui. Je vais faire le tour alors. Je vais me mettre là-bas. Merci. Merci, directeur, de nous donner la parole. Merci. Merci aussi au colonel qui a fait la présentation tout à l'heure. Cora. Merci, colonel, pour la qualité de la présentation qui nous a été servie tout à l'heure. Je voulais juste intervenir pour parler de la forêt d'Ambao, qui est dans le département de Pikine, donc qui est le poumon vert du Sénégal d'ailleurs. Et cette forêt-là, elle est agressée. Je pense qu'il faudrait qu'on admette que c'est une forêt qui est de plus en plus agressée. Il faudra qu'on travaille un peu à voir les possibilités de conservation de cette forêt. L'importance a été soulevée dans la présentation tout à l'heure pour parler des capacités des forêts à absorber. Je pense que si nous avons cette forêt-là qui est au cœur de notre capitale, il est important qu'on réfléchisse à la conservation de cette forêt. Je le dis parce que je sais qu'à un certain moment, avec le conseil régional de Dakar, il avait été pris des dispositions pour travailler un peu à aménager la forêt d'Ambao. Cela n'a peut-être pas abouti complètement, pour des raisons qu'on ne pourrait peut-être pas discuter ici aujourd'hui, mais il est bon de revenir encore et de voir en relation avec la direction quelles sont les possibilités avec la ville de Pékin de le travailler à trouver des moyens qui pourraient nous permettre vraiment de conserver cette forêt-là, mais de l'aménager aussi, pour que cette forêt puisse servir à la population, qu'on puisse accéder à la forêt tout en conservant vraiment toute la biodiversité qui existe à l'intérieur. Je suis très content d'entendre tout à l'heure Kassé dire qu'il y a des financements qui sont disponibles dans le cadre de la biodiversité et que là, les collectivités territoriales pourraient travailler en relation avec sa direction et le ministère bien entendu pour voir quelles sont les possibilités de convergence sur des possibilités de mise en place de sollicitation de moyens financiers sur les fonds verts. Et je ne manquerai pas peut-être de retrouver Ousseynou, une fois qu'on sera de retour au Sénégal, pour retravailler avec lui, pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous assiste, pour qu'on essaie de voir en relation avec la direction quelles sont les possibilités de levée de fonds à ce niveau-là. Vraiment, je salue les intervenants. Je suis très content de l'intervention aussi du président du conseil de Gossas. Je pense que ce qu'il a dit est très pertinent. Conserver un peu cette capacité qu'il y a au niveau de la forêt qui existe au niveau de Gossas. Remercier l'honorable. Je me demandais juste s'il a eu les parrainages nécessaires pour pouvoir être candidat. Merci. Merci. Oui, monsieur Sek. Ça, c'est les amis du parc de Anne et de la baie de Anne. Hein? Hein? Merci beaucoup, merci. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup aux panélistes. Oui. Je voudrais me lancer dans la même direction que monsieur le maire de Pikine, tout de suite parler un peu de la forêt de Mbao. Cette forêt nous a été léguée par des générations. Qu'est-ce que notre génération va léguer aux prochaines générations? En 1940, les colons sur 4000 km² avaient planté la forêt du littoral, de Cambérène à Saint-Louis. À cause de la poussée démographique, à cause de la spéculation foncière, nous sommes en train de perdre cette forêt du littoral. Qu'est-ce que vous pensez devoir faire pour avoir une alternative pareille?
Parce que vous n'ignorez pas que avec l'exploitation du zircon sur Diogo jusqu'à Darou Khoudoss, l'exploitation du phosphate, nous avons un littoral extrêmement vulnérable maintenant. Non seulement vulnérable à l'avancée de la mer, nous avons 2 modélisations qui prouvent la vulnérabilité du Sénégal, mais avec cette exploitation minière, et selon la Banque mondiale, le littoral c'est jusqu'à 50 km, qu'est-ce que vous proposez sur les menaces sur cette forêt du littoral qui a son importance? Parce que ça fixe les dunes et ça permet de maintenir une agriculture maraîchère et horticole qui, jusqu'à hauteur de 65%, permet au Sénégal de satisfaire ses besoins en matière de maraîchage. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau? À l'intérieur du Sénégal, les forêts sont de plus en plus menacées par la même poussée démographique. La forêt à Thiès est déclassée. Et tous les présidents de conseils départementaux du Sénégal mettent la pression pour déclasser des forêts. Notre pays, avec les ISOET, est de plus en plus sujet à la désertification depuis 30 ans. On n'en parle pas, on n'en parle plus ou bien on en parle de moins en moins de la désertification à cause des changements climatiques. Mais c'est des phénomènes qui sont là, qui exigent une forte réponse avec tout ce qu'ils sont en train de faire sur la frontière gambienne et qui déboisent notre forêt. Cette coupe illicite des forêts sénégalaises qui permettent à la Gambie d'exploiter plus de 400 conteneurs mensuels de bois vers la Chine. C'est un crime transfrontalier qui mérite des réponses solides. Merci de votre attention. Merci, M. Seck. Hein? Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Oui, madame. Je vais parler en wolof. waaw bismillah. Monsieur le directeur, ñu ngi lay nuyu. Naka la tur bi? Honorable député. Oui, d'accord. ñu ngi lay nuyu. Donc ñu ngi nuyu intervenant yëpp. Je pense que bi may jël parole bi, alors dama dundu vraiment ki mujj wax léegi nii lu mu wax. Monsieur Mbacké Seck, voilà. Parce que defe naa ne comme lu mu wax ci zone Mboro bi, donc c'est une réalité, monsieur le directeur. Et je pense que c'est le moment ñu def réflexion pour vraiment sauvegarder li nga xam ne mooy forêt classée bi. Parce que tey bu ma jëlee zone Mboro am na ñoo xam ne ci biir forêt bi peut-être ñi fay def seen activité agricole yoo xam ne peut-être du am impact ci biir parce que dañ leen di encadrer. Wante temps yi il y a 2 mois de cela dañu gis benn équipe bu ñëw boo xamante ne def na recensement bu am solo boo xam ne mën nañ estimer que hectares yu ñu bëgg a jël foofu bari na trop pour le compte de la société ICS. Donc je pense que c'est pour l'exploitation du phosphate. Loolu nag je pense que bu fekkente ne projet bi c'est réussi, cela veut dire que foofu moom forêt amatul foofu parce que exploitation zircon dina am impact déjà ci population bi, dina am impact ci li nga xamante ne moom mooy exploitation agricole yi nekk foofu noonu. Donc je pense que monsieur le directeur loolu noonu peut-être question lay demander, est-ce que loolu déjà vous êtes au courant et quelles sont les mesures que vous allez prendre pour vraiment loolu mën a bañ a taxaw foofu wala mu fa taxawet lan ngeen ban mesure ngeen di jël pour conserver quand même la forêt. Donc loolu laa bëggoon poser comme question. Merci madame. Présenté wu la de gars yi xamuñ yow yaay kan de. Donc j'ai fait 10 ans à l'Assemblée. Voilà. Donc je suis député, je suis l'ancien parlementaire. Donc je suis venue avec la délégation de la ville de Pikine, avec M. Thimbo qui est notre maire. Je suis la première adjointe. Je suis Awanya de Pikine. Merci. Non, nous avons voyagé ensemble, c'est bien entendu. Donc je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions,
on peut essayer d'apporter des éléments de réponse. Il y a d'autres également éléments de réponse qui ne relèvent pas de nos compétences. Mais nous allons essayer d'apporter des éléments d'information par rapport à certaines préoccupations. Oui, mon commandant. Bon, merci beaucoup, monsieur le directeur, et merci à tous les intervenants. Donc, je vois les interventions, il y a des questions, il y a des suggestions et il y a des commentaires également. Donc, parmi les questions, il y a des questions à connotation technique que je vais répondre et des questions à connotation politique. Vous-même, directeur, vous allez apporter des réponses. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas beaucoup de questions à répondre. Tout le reste, c'est vous-même qui allez les gérer pour que je ne glisse et tombe ici. Donc, je pense que le doyen Chenga ici, là, le directeur de l'environnement, est revenu un peu sur les feux de brousse, mais également sur les superficies qu'on évoque sans pour autant qu'on fait le lien avec les émissions qui sont liées. Donc, il est là lui-même. Donc, je pense qu'à ce niveau, on est en train depuis quelque temps, avec l'accompagnement de l'ADEC qui nous a mis en contact avec la FAO pour renforcer les capacités des acteurs sectoriels pour le suivi des indicateurs de la CDN. Parce que quand on parle feu de brousse, donc selon l'acteur à qui on parle, les intérêts sont divergents. Donc, un berger voulu parler de feu de brousse, c'est les superficies qui l'intéressent parce qu'il va perdre du fourrage. Donc, vous parlez à un écologue, il va te dire que la régénération va partir, l'habitat de la faune va se dégrader, etc., etc. Donc, du coup, quand on discute avec un climatologue, tu lui parles de feu de brousse, il va faire référence un peu quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées à ça. Donc, ce qui veut dire que c'est un sujet un peu à dimension multiple. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a subi une première formation sur un outil qui s'appelle NDC Tracking Tools. Donc, avec cet outil-là, on est en mesure de pouvoir calibrer, de savoir pour 1 hectare brûlé à Linguère, on a émis combien de gaz à effet de serre sont émis. Et pour 1 hectare brûlé à Vélingara ou bien à Casamance, quel est le nombre de gaz à effet de serre. Donc, du coup, ça, c'est un certain travail qu'on a démarré. Il est prévu aujourd'hui même, le 4 décembre, si je ne me trompe. Donc, une réunion en virtuel sur cet outil avec les collègues de la FAO, mais du fait que les agendas se sont croisés, on n'a pas pu travailler. Mais nous allons faire de telle sorte que véritablement, ces considérations soient mieux ressorties. Parce que malheureusement, dans nos rapports, on ne fait que rapporter les instants du brûlé sans pour autant mettre le focus sur un certain nombre de questions sectorielles. Donc, c'est dans la même logique. Comme je l'ai montré, l'État a mis beaucoup de moyens à notre disposition, notamment des camions. Donc, l'idée, c'est de pouvoir calculer quel est l'impact de ces camions en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que les camions doivent permettre à éviter. Si on n'avait pas ces camions, qu'est-ce qui devait arriver à éviter ça? Donc, du coup, toutes ces simulations sont en cours de réalisation. Elles ne sont pas prêtes. C'est pour cette raison que nous n'avions pas pris les risques de les présenter. Et c'est dans le même sillage que se trouvent également les pare-feux. Parce que dès lors qu'on ouvre un pare-feu, donc on évite carrément, véritablement, des feux de brousse. Quand on évite les feux de brousse, on parvient à réduire les gaz à effet de serre. Donc, je pense sur la question du NDC Tracking Tools, je me ferai compléter par mon collègue de la DEC qui est là, Lamine Diatta. Donc, l'autre question qui a été soulevée, c'est la conservation par le commandant Ousseynou Niang. Donc, de faire un plaidoyer pour la conservation de la conservation communautaire. Donc, je suis carrément d'accord avec lui. Demain, demain, il y a une présentation que nous allons faire sur un peu la dynamique des forêts du Sénégal entre 2007 et 2023. Donc, cette question pourrait être mieux explicitée. Parce qu'avec, je donne l'exemple de la réserve de Bandia. Donc, dans la réserve de Bandia, nous avons installé des placettes. Donc, en ce moment, je ne pense pas que la réserve soit érigée, mais il y a des placettes de suivi qui sont dans la réserve de Bandia. Et au même moment, nous avons des placettes en dehors de la réserve, dans l'autre côté de Bandia, vers Kias, l'autoroute à péage. Mais ce qu'on a constaté entre 2007 et 2023, à travers les données d'inventaire forestier national,
mais la biomasse s'est multipliée par 3. Donc ça, c'est une forme de conservation communautaire. Donc dès lors qu'on met la communauté pour la conservation, là, la réserve n'avait pas un but pour la séquestration du carbone. Son but fondamental, c'était de créer des moyens de faire développer le tourisme. Mais au même moment qu'on développe cette activité, il y a des effets rebonds en quelque sorte. Donc ça, je pense que ça permet de répondre véritablement à votre réponse. Donc demain, donc je pense qu'on a des choses véritablement très intéressantes aussi, parce que partout où on passe, on nous dit que les forêts se dégradent, les forêts sont perdues, ok, mais nous avons essayé de corriger tout ce manquement à travers les études que nous avions enclenchées depuis le mois de mai, et l'inventaire forestier national nous permet de répondre en tout cas sur la dynamique des forêts, dans quelles régions les forêts régressent, dans quelles régions les forêts sont stables et dans quelles régions les forêts sont en croissance. Donc ça, demain, nous aurons à présenter ces résultats. Et la dernière question pour moi, peut-être les autres vont revenir au directeur, c'était un peu l'intervention du président du conseil départemental de Gossas. Véritablement une personne à qui je loue beaucoup de respect. L'année dernière, on s'est croisé à Sharm el-Sheikh. Il faisait un plaidoyer pour la forêt de Malka. Et cette année, il revient encore pour la même cause. On voit que c'est une petite forêt qui fait 75 hectares. Donc, il pouvait dire que ça ne vaut pas grand-chose, mais il tient à cette forêt. Donc, je pense que c'est là où nous tous, nous allons nous tenir prêts. Parce que bon, ça pourrait paraître même paradoxal pour certains. Dès lors qu'on parle de forêt classée, c'est une propriété de l'État. Donc, quand un président de conseil départemental se positionne pour venir aux côtés de l'État des services techniques pour sauver cette forêt, je pense qu'il mérite des encouragements. Et nous, de notre côté, nous ferons tout pour vous accompagner. Donc, j'y étais il y a de cela 10 jours, une dizaine de jours, 2 semaines à Gossas. Je discute avec le chef de secteur qui est mon promotionnaire au cadre rural à Bambey. Donc, on a beaucoup échangé. Donc, je lui ai fait part qu'il travaille sur un programme d'action que nous pourrons, à travers les projets BCI que nous disposons à la direction, pour l'accompagner à réaliser un certain nombre d'activités à ce niveau. Voilà, donc les autres questions seront répondues par le directeur, mais en attendant, on va laisser le collègue Diatta qui va intervenir sur un aspect sur le NDC Tracking Tools. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. C'est Lamine Diatta. Je suis chargé des questions agriculture, foresterie et autres utilisations des terres. Vous me direz que c'est beaucoup. Au niveau de la division changement climatique de la DEC. Donc, c'est l'occasion de saluer et de remercier la DFC, n'est-ce pas, pour cette activité, mais également de les féliciter parce que c'est l'un des secteurs qui bouge beaucoup. Alors, nous étions confrontés à un problème quand on a fait la CDN, parce qu'il y a au moins 3 personnes qui sont passées. On a commencé avec Amadouba. Le temps de mettre les choses, il a été affecté. Il y a Maudo qui est venu. Après, il est à Thiès. Cora est venu. Mais malgré cela, on a vu en si peu de temps, Cora s'est très vite adapté. Il a pris les choses en main. Donc là, vraiment, nous le remercions pour cela. Maintenant, concernant la question des feux de brousse, c'est vrai que quand on élaborait la CDN, la méthodologie qui a été utilisée, c'est la méthodologie de IPCC. Les émissions des feux de brousse, c'est la superficie brûlée multipliée par la quantité de biomasse qui a réellement brûlé. Cela suppose que dans chaque région du Sénégal, il nous faudra connaître le potentiel de biomasse qui est là et le potentiel de biomasse qui peut brûler en feu précoce et aussi bien en feu tardif. Et ce sont ces informations souvent qui nous manquent, ce qui fait que quand on arrive, on connaît les superficies, avec peut-être les incertitudes, mais par rapport aux quantités de biomasse qui ont brûlé, là, on se réfère souvent à des valeurs par défaut, avec l'IPCC. Et avec les services forestiers, nous avons discuté et nous savons qu'il y a peut-être un manquement qui est là, mais ils ont décidé de réactiver le travail sur les placettes permanentes. Parce que cette question également, elle est là. Nous avons des placettes permanentes qui ont maillé le Sénégal. Les eaux et forêts ont une partie des placettes, le CSE a des placettes, l'ISE a des placettes, le CNRF a des placettes,
Mais nous n'avons pas aujourd'hui au niveau national une carte, peut-être ils ont corrigé, où nous avons toutes ces placettes qui sont gérées par ces structures. Et à un moment donné, on s'est retrouvé à Thiès avec toutes ces structures pour voir comment est-ce qu'on peut harmoniser la méthodologie de collecte d'informations au niveau de cette placette permanente, mais également travailler ensemble pour voir par rapport à la CDN, par rapport au projet carbone, comment est-ce qu'on doit mettre en place une méthodologie commune de collecte d'informations. Et ils ont démarré cette année-ci avec les placettes permanentes. Ils ont fait, je crois, une mission d'1 mois et quelques pour essayer de voir comment réactualiser les données sur les placettes permanentes. Et je pense que dans le futur, il faudra une collaboration parce que le CSE est là avec des satellites. Ils ont aussi des outils de suivi de la biomasse, des feux de brousse. C'est de voir comment est-ce qu'on peut renforcer cette collaboration avec les structures de recherche, l'ISE, le CNRF, le département de biologie végétale, mais également l'ENSA peut-être, pour que nous puissions avoir un système de collecte permanent d'informations au niveau des placettes sur la biomasse qui nous permettront d'alimenter les outils. Au moment où on nous dit qu'en janvier, dans le Ferlo, il y a un hectare qui a brûlé dans la zone, qu'on puisse travailler à quantifier la quantité de biomasse qui a réellement brûlé pour avoir les émissions. Parce que quand on fait les calculs d'émissions pour les inventaires, c'est différent que lorsqu'on évalue les mesures d'atténuation. Le directeur parlait des mesures d'atténuation. On peut faire des reboisements, on voit des séquestrations, mais si entre-temps un feu est passé, il faudra évaluer pour faire le bilan, savoir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui est parti. Donc, je crois que c'est deux méthodologies qui sont complètes, mais nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui sans la recherche. Ils font beaucoup d'efforts avec les placettes permanentes, mais il nous faudra voir comment avoir un agenda commun avec la recherche et avoir un système de collecte d'informations annuel qui nous permettront, à un moment donné, de réunir les informations qui permettront de renseigner la CDN. Et je sais que lui, il a déployé beaucoup d'efforts. Tout ce qu'il a fait, c'est un travail de collecte d'informations annuel qui permet de voir par rapport aux indicateurs de la CDN du secteur, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui reste et comment faire pour accélérer les choses. Donc ça, c'est vraiment sur ces mots de remerciement que je terminerai. Et dire également que nous sommes ouverts, nous, en tant que DEC, à accompagner cette dynamique et le secteur également à pouvoir évaluer sa CDN et tisser des partenariats pour mobiliser encore les ressources qui permettront de réaliser les objectifs de la CDN qui sont des objectifs très ambitieux, mais qui sont réalisables. Merci. Je pense que c'est bien dit. Et là, c'est magnifier un peu la collaboration que nous sommes en train de faire avec la direction de l'environnement. Je l'ai dit hier, il y a lieu de capitaliser toutes les actions pour pouvoir mieux renforcer cette contribution du secteur de la foresterie dans la CDN. Parce qu'hier, il y a des actions qui ont été présentées, mais qui ne sont pas prises en compte ici, qui sont réalisées dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière et tout ça. Mais c'est important de renforcer cette concertation ici. Ce que je voulais dire par rapport aux éléments de réponse et d'information, c'est qu'il faut retenir que le Sénégal a adopté un nouveau code forestier en 2018 et avec le décret d'application de 2019. Et ce nouveau code forestier renforce la responsabilisation des collectivités territoriales et les ressources également. Parce qu'avant, les élus disaient que l'État a transféré les compétences, mais sans les ressources. Mais avec le nouveau code forestier, ce sont les 40% des recettes qui sont collectées, qui sont versées aux communes. Ça, ce n'est pas négligeable. Ce qui veut dire que dans certaines zones, les maires, ils vous disent que leur budget est ouvert, c'est grâce aux recettes forestières. Et ça permet d'utiliser ces recettes pour le financement des actions de santé liées à la santé, de développement social, mais également d'hydraulique rurale et tout ça, et d'accompagnement des communautés. Ça, c'est important. Et ça permet de renforcer la conscience et l'engagement des collectivités également dans la préservation de ces ressources. Et nous saluons la participation et l'apport du département de Gossas par rapport à la préservation des ressources, que d'autres collectivités également sont en train de mener. Avec la ville de Pikine et les villes du littoral, nous sommes en train de travailler avec la coopération espagnole pour renforcer la préservation de ces écosystèmes le long du littoral. Et le projet a été présenté par Ndiagafal hier. Je pense que c'est un début. On a élaboré un autre projet qu'on a soumis
au ministère de l'Urbanisme pour financer la restauration de cet écosystème-là le long de la bande de Filao, pour permettre de sécuriser les installations, mais également sécuriser les populations. Ça me fait parler de la restauration de la bande de Filao. Elle est très importante et primordiale pour la survie des communautés qui vivent le long de cette bande-là. L'honorable député l'a dit, mais les populations de Mboro, de Diogo, Fasboy, jusqu'à Ndjeben Gandiol, savent l'importance de cette bande de Filao. Moi, j'ai fait dans cette zone-là, j'ai été chef de sous-secteur Pambal-Mewan. C'est nous qui avons restauré les sites miniers des ICS. Et on sait l'importance de ces arbres dans la sécurisation des cuvettes maraîchères. Et les Niayes constituent le poumon du bassin horticole. Donc, quand les dunes se ravivent, ça ensevelit les cuvettes maraîchères et donc la production horticole baisse. Donc, ça impacte sur l'économie du Sénégal. Donc, il y a un lien entre cette préservation et la sécurité nationale et le développement économique même du pays. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ce qui fait que, quelquefois, on entend même des députés qui disent que les eaux et forêts prennent des populations, ils les infligent des amendes. Mais ça, c'est le code forestier. Ce n'est pas des choses que nous avons inventées. On dit que quelqu'un qui fait telle chose, voilà la sanction. Donc, c'est le code forestier que nous sommes tenus, que vous avez voté, que nous sommes tenus d'appliquer. Donc, il faut que les gens soient indulgents à l'égard des agents des eaux et forêts dans l'application de la loi. Parce qu'on est là pour surveiller un patrimoine national qui appartient à tout le monde, comme l'a dit la Constitution, l'article 25.1. Donc, il faut que les gens puissent renforcer les informations, mais renforcer les capacités également des populations par rapport à la préservation des ressources. Parce que ça leur permet de mener les activités économiques, le maraîchage. Mais quand on coupe les arbres, on ne peut plus faire du maraîchage. Ils ne connaissent pas les liens qu'il y a. Par rapport aux sites miniers, pour le zircon, le GCO exploite, mais restaure. Une fois qu'ils passent, ils exploitent le zircon, ils restaurent, ils remettent à l'État, même le faciès est respecté. Et ils restituent les terres restaurées. Ils ne restituent pas les terres exploitées comme ça, nues. Non, non. Ça, c'est dans une obligation qui leur est faite. Donc là, au mois de décembre, ils doivent restituer une 50aine d'hectares déjà restaurés. Parce qu'ils remettent la végétation, ils font même des semis pour que la végétation revienne et ils restituent ces terres-là à l'État. Maintenant, c'est à l'État de voir comment distribuer ce truc. Peut-être le problème, c'est avec les ICS. Mais là, il faut également restaurer. Parce que les ICS, ils exploitent jusqu'à la nappe. Mais il faut restaurer comme on l'avait fait dans les années 2000. Nous sommes en train de suivre. Mais cette extension, nous ne sommes pas encore informés. Mais ça doit suivre une procédure. Parce que dans le domaine classé, le déclassement suit une procédure. Depuis la commission régionale jusqu'à la commission nationale. Et il n'y a que le président de la République qui peut, par décret, déclasser un espace. Aucune autre personne ne peut déclasser un espace. C'est seul le président qui peut déclasser quand l'avis est favorable. Ou bien quand il y a une nécessité d'utilité nationale ou autre, comme les autoroutes et autres. Mais là, nous sommes en train de suivre. Donc, pour la forêt classée de Mbao, je pense qu'on est en partenariat avec le Promoged. Ils vont financer l'actualisation du plan d'aménagement pour permettre sa mise en œuvre. Parce que là, ils sont en train de nous appuyer pour l'aménagement même du marigot de Mbao. Ils ont construit un herbier national. Ils renforcent les équipements. Donc, l'aménagement permettra de restaurer ce poumon vert de Dakar pour lui donner son lustre d'antan, mais également limiter la dégradation. Nous sommes en train de suivre cela. Le Promoged va financer cette réactualisation, au même titre que la forêt classée de Sébikotane et la forêt classée de Deni Youssouf, pour permettre de préserver ces écosystèmes. Nous saluons, comme l'a dit Kassé, l'existence du fonds de conservation de la biodiversité. Je pense qu'au retour au Sénégal, il va falloir qu'on saisisse cette opportunité, qu'on fasse des rencontres mais qu'on élabore des projets intégrés pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Nous sommes assez disposés. On a parlé de la conservation communautaire. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples à travers le pays. Les RNC, les bois sacrés, c'est des zones de conservation de la biodiversité que personne ne touche. En Casamance, il y en a beaucoup. Et on a les APAC également. On a les APAC qui permettent également de conserver de manière communautaire
ces écosystèmes et cette biodiversité. Et là également, nous suivons. La lutte contre les feux de brousse, c'est un fléau, mais l'État est en train de renforcer les capacités, de renforcer également les moyens. Le budget a été augmenté. Les citernes que vous avez vues, ça c'est dans le budget de l'État, ça permet d'améliorer les capacités d'intervention, mais il y a lieu de renforcer la communication à la base, l'information, parce qu'il y a des feux qui sont d'ordre sociologique. Mes parents Paul savent de quoi je parle. Hein? Parce qu'un Paul qui ne transhume pas, pour lui, ça c'est comme le monde à l'envers. Mais il faut sensibiliser davantage pour que ces feux fassent moins de dégâts sur les écosystèmes. Récemment, on a eu un feu qui a même tué les petits ruminants, et il va falloir qu'on puisse renforcer les outils d'intervention, mais également les pare-feux. Le réseau de pare-feux, si on le densifie, ça permet de limiter la progression, mais ça permet de limiter les effets négatifs également de ces feux. Et nous sommes en train d'y travailler parce qu'il y a beaucoup de projets du ministère de l'Agriculture qui interviennent dans le Ferlo, qui ont des volets ouverture de pare-feu et réhabilitation de pare-feu. Et nous travaillons de concert avec eux pour renforcer cette lutte préventive-là, mais également renforcer la lutte active. Donc là, nous y sommes et nous allons continuer dans ce sens. Et demander aux élus également de nous aider dans le plaidoyer auprès des communautés, des administrés, pour qu'ils comprennent que c'est une question de sécurité nationale, la lutte contre les feux de brousse. Le ministère de l'Agriculture est impliqué, le ministère de l'Élevage. Et quand il y a un feu de brousse, ça cause des dommages sur le pâturage, mais il y a des impacts financiers également. L'État débourse de l'argent pour renforcer le fonds STAP. Hein? Le fonds STAP, acheter des aliments et tout ça, alors que cet argent pouvait servir ailleurs. Donc, en limitant les feux de brousse, on permet de faire des économies. Et le ministère des Finances est également conscient parce que là, chaque année, on évalue les risques budgétaires. Et les feux de brousse sont pris en compte. Et au même titre que les inondations et les autres catastrophes naturelles. Donc là, il va falloir qu'on se met dans la main pour pouvoir lutter contre ce fléau, limiter les dégâts. Mais il faut dire qu'on ne peut pas avoir zéro feu de brousse. Zéro feu de brousse, même, ce n'est pas possible, mais limiter drastiquement les cas de feu ou les méfaits. Parce qu'une superficie de 1000 hectares peut faire moins d'effets qu'une superficie de 10 hectares. Mais là, nous y travaillons et nous renforçons les capacités des agents et la sensibilisation également. Je pense que c'est ça les interpellations, si je n'ai pas oublié. Mais nous continuons à poursuivre la collaboration et nous disons que nous sommes disponibles également par rapport aux partenaires à recevoir tous les appuis et les soutiens pour pouvoir améliorer et renforcer la performance des agents, mais également la lutte contre la dégradation des forêts. Je vous remercie. Merci. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Nous remercions tous les participants, les honorables députés de leur soutien et la présence également, et tous les partenaires, la Sénélec, on a le PUDC, on a le projet, le Promojet, le CNRM également qui a prévu de renforcer les forêts aménagées, et tous les autres partenaires, les collectivités territoriales, les ONG, qui nous aident dans la préservation des ressources et la conservation. Parce qu'on a la préservation des ressources pour l'exploitation, pour permettre aux communautés d'en tirer profit, mais il y a la conservation pure et dure qui est menée au niveau des parcs et réserves, qui sont gérés par la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires. Là également, on a des partenaires spécifiques qui interviennent dans ce sens, et nous saluons tous et nous remercions également de leur soutien. Merci. OK.